Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Iscarlita Crypto. Alors aujourd'hui, on va parler prêt et emprunt, on va parler lending and borrowing, tout simplement parce que certains d'entre vous ont une trésorerie dormante, c'est-à-dire des bitcoins, des ethers ou encore des stablecoins qu'ils n'utilisent pas au quotidien pour leurs transactions. Et au lieu de les laisser sur une plateforme sans les faire fructifier, ce qui est vraiment dommage, on va pouvoir obtenir des intérêts grâce au lending and au borrowing, c'est-à-dire aux prêts et aux emprunts en crypto-monnaie. Ces intérêts peuvent être petits comme 5%, mais aussi 10%, 15%, 20%, etc. Avant, c'était un peu quelque chose qui était réservé pour les personnes riches, tout simplement parce que le lending et le borrowing sont basés sur les smart contracts, étaient donc basés sur la blockchain Ethereum, et comme vous le savez, sur cette blockchain-là, les frais sont très importants. Aujourd'hui, il existe tout un tas de blockchains et un tas de protocoles qui sont basés sur différentes blockchains qu'on va pouvoir utiliser. En finance traditionnelle, des personnes empruntent et prêtent de l'argent par le biais des banques. Les banques vous connaissent, elles ont des prérequis et elles regardent si vous êtes solvable pour pouvoir emprunter cet argent. En crypto-monnaie, c'est un peu différent. Juste une petite précision, cette vidéo sera basée sur la DeFi. Donc si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, c'est très important, allez la regarder. Je vous mets une carte juste ici. Donc ça va être basé sur la DeFi tout simplement parce qu'on peut faire des prêts et des emprunts dans la CeFi, qui est la Centralized Finance, et dans la DeFi qui est la Decentralized Finance. En fait, CeFi, c'est toutes les grosses plateformes d'échange qui vont au final intervenir un peu comme des banques sur ce service-là, alors que dans la DeFi, c'est vraiment des protocoles et donc on se passe de tiers de confiance. Pour cette vidéo, il est déjà important de comprendre qu'est-ce qu'un stablecoin. Je n'ai pas fait de vidéo encore dédiée à ce sujet sur ma chaîne, mais c'est quelque chose qui arrivera très bientôt parce qu'il y a plusieurs stablecoins et que j'aimerais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Juste pour bien comprendre cette vidéo, une crypto-monnaie stable, donc un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le prix est lié par exemple à une monnaie fiduciaire, donc une monnaie fiat, l'euro, le dollar, etc. Et son prix ne bouge pas, donc c'est vraiment le stablecoin, une crypto-monnaie qui est tout à fait stable et répond donc à la plus grosse problématique des crypto-monnaies qui est la volatilité. Bitcoin des fois fait plus 10%, moins 20%, etc. Il y a des crypto-monnaies qui font plus 100%, moins 200%, etc. Et donc le stablecoin, lui, ne varie pas, il a un prix qui est toujours adossé. Par exemple, si on prend le cas du stablecoin USDT, il est toujours adossé à 1 dollar, donc 1 USDT égale 1 dollar, et son prix ne bouge jamais. Comment ça marche? Comment aujourd'hui la blockchain sait que vous allez revenir? Parce que dans les banques traditionnelles, bon, elles ont regardé que vous étiez bien solvable, elles connaissent votre adresse, votre identité, etc. Dans la finance décentralisée, si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que on ne connaît pas votre adresse, votre prénom, etc. Alors, pour comprendre justement comment ça marche, il faut comprendre le concept de collatéral. En fait, le collatéral, c'est tout simplement une caution que vous allez déposer dans la blockchain et qu'elle va conserver pour pouvoir vous donner, vous prêter des fonds. En fait, elle va conserver cette caution pour être sûr que vous reviendrez rembourser votre emprunt, votre prêt et rembourser les intérêts qui vont avec. Il faut aussi comprendre la notion de ratio de collatéralisation. Par exemple, vous voulez emprunter de l'argent, vous mettez 1000 € de Bitcoin et la blockchain va vous prêter 750 € parce que le ratio de collatéralisation fera que vous devez prêter plus que ce que vous pouvez emprunter. Et il faut savoir aussi que certains assets ne peuvent pas servir de collatéral. Donc par exemple, le Bitcoin pourrait très facilement servir de collatéral pour emprunter de l'USDC, mais il y a des crypto-monnaies qui sont moins valorisées que le Bitcoin qui ne peuvent pas servir de collatéral, de caution quoi, si vous préférez. Mais alors, on se demande là maintenant que je vous ai dit que quelqu'un allait prêter plus pour emprunter moins, on se demande quel est donc l'intérêt d'emprunter. Alors moi personnellement, je vois deux intérêts pour lesquels les personnes peuvent emprunter. Le premier, c'est que par exemple, vous avez du Bitcoin, mais vous avez besoin d'argent parce que vous voulez acheter quelque chose ou parce que votre société dans la crypto-monnaie se développe et que les banques ne veulent pas vous faire de prêts, enfin bref, mais vous avez du Bitcoin. Vous croyez au Bitcoin, vous croyez que sur le temps, le Bitcoin va augmenter et vous voulez pas vendre ce Bitcoin, vous voulez le conserver. Cependant, vous avez besoin de liquidité, c'est-à-dire de stablecoin pour pouvoir après faire vos échanges et acheter d'autres choses. Donc, vous allez en fait tout simplement prêter votre Bitcoin pour avoir en retour, par exemple, de l'USDT ou de l'USDC, qui sont des stablecoins. Et vous allez donc mettre en collatéral ce Bitcoin. Ça, c'est le premier intérêt.
Le deuxième intérêt, c'est imaginer que vous êtes persuadé que Bitcoin, à long terme, va faire x10, x20, etc. Vous croyez au long terme de Bitcoin. Vous avez déjà acheté des Bitcoins. Donc, par exemple, imaginons que j'ai un Bitcoin et cependant, je veux encore acheter des Bitcoins. Mais je n'ai plus de liquidité puisque j'ai déjà tout dépensé en achetant mon Bitcoin. Alors, je vais mettre en collatéral ce Bitcoin, c'est-à-dire en caution. Donc, je ne le vends pas, je ne le perds pas, je le mets en caution pour pouvoir emprunter de l'argent. Quand je mets ce Bitcoin en caution, donc comme je disais, je le perds pas, mais je vais en échange pouvoir emprunter des USDC ou des USDT. Avec l'argent que j'ai emprunté, je peux très facilement racheter du Bitcoin et donc j'aurai mon Bitcoin en collatéral et le Bitcoin que j'aurai racheté grâce à mon emprunt. Et donc ça, c'était le deuxième intérêt qu'on a à emprunter de l'argent. C'est en fait vraiment faire un effet de levier grâce à l'argent qu'on emprunte et au collatéral qu'on laisse. Maintenant que vous avez compris l'intérêt d'emprunter de l'argent grâce à la blockchain, les crypto-monnaies, il faut comprendre aussi l'intérêt de prêter du stablecoin ou l'intérêt de prêter des crypto-monnaies pour les gens qui l'empruntent. En fait, quand vous allez prêter des crypto-monnaies, vous allez recevoir des intérêts. Et ces rendements sont assez intéressants parce que, par exemple, si vous prêtez du stablecoin, c'est un cours qui varie pas. Donc, un USDT est toujours égal à $1. Et donc, il y a très peu de risques. Et pourtant, vous allez gagner des intérêts en prêtant ce stablecoin. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est un peu plus complexe, que certains appellent méthode de compilation ou encore optimisation financière du lending et du borrowing en crypto-monnaie. C'est tout simplement, imaginez, vous avez des stablecoins que vous allez prêter. Donc, vous allez recevoir des intérêts sur ce prêt de stablecoin. Et en fait, avec ce prêt que vous avez fait de stablecoin, vous pouvez emprunter et ce prêt va vous servir de collatéral. Donc, ce prêt va vous servir de caution. Vous avez prêté, ce que vous avez prêté va vous servir de caution pour pouvoir emprunter de l'argent. Donc, vous recevez des intérêts sur ce que vous prêtez. En plus, vous empruntez de l'argent avec ce prêt sur lequel vous recevez toujours des intérêts. Et avec cet argent que vous avez emprunté, vous allez pouvoir le reprêter pour recevoir encore des intérêts dessus. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, c'est un truc un peu complexe où en fait, vous allez compiler les plusieurs méthodes, donc faire à la fois du prêt et de l'emprunt pour augmenter vos intérêts sans prendre forcément de risques puisque vous restez toujours en stablecoin. C'est très intéressant car souvent il y a des bonus même quand on emprunte de l'argent et en fait en compilant toutes ces méthodes, vous prêtez, après vous empruntez grâce au collatéral qui est votre prêt et vous reprêtez avec ce que vous avez emprunté. Enfin bref, si vous mettez tout ça à la chaîne, vous allez pouvoir cumuler des taux d'intérêt et ça va pouvoir monter jusqu'à 10%, 20%, même 30% des fois. Maintenant, dans une deuxième partie de cette vidéo, il faut comprendre les risques, c'est-à-dire que ce n'est pas sans risque. Même si je vous dis que c'est des stablecoins et que c'est des monnaies qui sont stables, il y a toujours des risques dans la finance et encore plus dans la crypto-monnaie car c'est un secteur qui est très nouveau. Le premier risque, c'est l'effondrement d'un stablecoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un USDT par exemple égale un USD. Tout ça est régulé par la blockchain et il y a de très mini variations qui sont quasiment invisibles parce que, par exemple, des fois, les gens achètent en masse ou vendent en masse, mais c'est déjà arrivé par le passé qu'on ait un effondrement d'un stablecoin, c'est-à-dire que le stablecoin est censé avoir une valeur stable et tout d'un coup, pour une raison un peu inconnue ou une raison technique, ce prix chute et un USDT se retrouve à valoir 0,86 USD au lieu de 1. C'est très rare et ça n'arrive pas sur des gros stablecoins qui ont des grosses capitalisations boursières. Quand vous prenez l'USDT, l'USDC, encore le DAI, etc., voilà, il y a très peu de chances que ça arrive, mais il faut être au courant de ce risque. Ensuite, le deuxième risque, c'est tout ce qui est au niveau du protocole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la finance décentralisée, quand vous allez utiliser un protocole, derrière il y a du code, il y a de la blockchain, il y a des smart contracts, etc. Il suffit qu'il y ait une faille dans ce smart contract et les crypto-monnaies peuvent par exemple être bloquées à vie, ou alors peut-être que la faille est faite exprès et que l'équipe du projet va partir avec tout l'argent, etc. Donc il faut faire attention à ça aussi et utiliser des protocoles qui sont très connus et qui ont une grosse capitalisation, qui détiennent de grosses liquidités. Ensuite, il y a tout ce qui est fonds bloqués. Alors c'est un problème qui n'en est pas un en réalité, vous allez voir pourquoi. Imaginez que tout le monde emprunte de l'USDT et que du coup, plus de gens empruntent que ce qu'il y a de prêt.
s'il y a 100 000 $ prêtés en USDT et que plusieurs personnes empruntent de l'USDT et qu'elles arrivent en fait à emprunter les 100 000 $, automatiquement les intérêts de suite vont flamber à la hausse et donc des personnes vont venir reprêter cet argent et d'autres vont pas l'emprunter parce que ce sera trop cher. Enfin, vous comprenez, le système c'est que il peut pas avoir vraiment les fonds qui sont bloqués puisque de suite les taux d'intérêt vont monter, ça va attirer beaucoup de monde. Ensuite, il y a tout ce qui est liquidation de position. En fait, c'est très simple à expliquer. C'est que là, vous avez mis donc, vous avez toujours un ratio de collatéralisation et vous devez surveiller ce ratio-là. Parce que si, imaginons, vous voulez emprunter de l'argent, vous déposez 1000 $ de Bitcoin en collatéral et vous empruntez du coup 750 €. Si le Bitcoin chute soudainement et que vos 1000 $ de Bitcoin en valent plus 1000 et qu'ils en valent maintenant 750, eh ben alors là, automatiquement, vous allez vous faire liquider votre position, c'est-à-dire que le protocole va vendre vos bitcoins, donc votre caution, pour être sûr de se rembourser, parce que effectivement, s'il ne le faisait pas et que le bitcoin valait moins et qu'il remontait jamais, peut-être que vous viendriez jamais rembourser votre prêt. Donc en fait, il va vous liquider dès que ça arrive à un certain niveau, à un certain ratio, et en plus, il y aura une pénalité de liquidation, c'est-à-dire que la plateforme et le réseau gardent des frais puisque vous êtes fait liquider. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Je vous conseille, même si vous avez par exemple un ratio de collatéralisation qui est de 75%, toujours de le baisser, de mettre 50 ou 60% d'amplitude maximum pour ne pas être liquidé, ne pas prendre de gros risques comme ça. Aussi diversifier vos stablecoins pour éviter tout risque technologique et puis vraiment essayer de diversifier au maximum et de pas tout mettre sur un seul et même protocole et de faire attention à vos liquidations, de ne pas vous faire liquider, que votre collatéral est toujours suffisamment important pour maintenir votre prêt ou votre emprunt. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les risques. En tout cas, je sais que c'est une vidéo très longue et très compliquée. Avant de terminer, je voulais juste vous parler de deux gros protocoles en DeFi qui sont les plus connus, qui sont Aave et Compound. C'est eux qui détiennent le plus d'argent, qui sont le plus robustes, qui ont été audités maintes et maintes fois. Ils gèrent une grosse masse financière. Donc, sur ces protocoles-là, c'est plus sécurisant. Vous pouvez y aller, contrairement à des petits protocoles qui proposent certes plus d'intérêt, mais qui sont peut-être aussi plus risqués. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. J'arrête là parce que je veux pas que ce soit trop long. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour moi et pour la chaîne. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'ai essayé d'expliquer les bases du lending edge borrowing. J'ai pas pu tout vous expliquer parce que vous comprenez, c'est un sujet très très large. Tout ceci n'est en aucunement un conseil financier ou un conseil d'investissement. Faites toujours vos propres recherches, mais en tout cas c'était une notion de base que je voulais vous expliquer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Iscarlita Crypto.